Et on va continuer en passant du côté des départements qu'on dit modernes au Louvre, dire ceux qui ne fouillent pas. Mais nous allons sans doute trouver les mêmes questions, les mêmes questionnements autour des sources contemporaines du contexte de création, là sans doute un peu plus évidemment, des publications, des nombreux outils qui sont dans nos documentations, des ressources documentaires elles-mêmes, et puis aussi la matérialité des œuvres et le regard aussi stylistique qu'on va porter sur elles. Alors, Anne Labourdette va nous présenter ses recherches sur les textiles de l'Ordre du Saint-Esprit. Elle est conservatrice au département des objets d'art. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Je voulais d'abord remercier Marie-Claire Le Bourdelès et les organisateurs de cette journée de la recherche de m'avoir conviée à y participer et à présenter en fait un chantier de restauration que j'ai une très grande chance puisque je vais le suivre. Et il s'agit d'un chantier ambitieux, important, tant pour le Louvre que pour le département des objets d'art aussi, et de recherche fondamentale sur des textiles anciens, puisque comme vous allez le voir, ils ont été brodés entre la fin du XVIe siècle et le milieu du XVIIIe. Alors, est-ce que je vais arriver? Oui, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est d'arriver aussi à me servir de la télécommande, et ça marche. Alors, ce contexte de recherche, il est né d'un projet mené par le département, qui est un projet d'exposition portant sur l'histoire de l'Ordre du Saint-Esprit, un ordre créé par Henri III à la fin du XVIe siècle, enfin en 1578 très précisément, qui n'a pas été d'ailleurs formellement aboli en 1830, mais qui tombe à cette date en déshérence. Et il s'agissait d'un des ordres, enfin de l'ordre le plus prestigieux de la monarchie française, et disons-le sans chauvinisme, probablement d'un des ordres les plus prestigieux de l'Europe pré-révolutionnaire. Alors, l'exposition a été initiée par Agnès Boss, à laquelle je succède d'ailleurs au département, et qui sera donc commissaire générale de l'exposition. Agnès s'est adjoint le conseil d'Anne de Chef de Bien, qui est directrice du musée de la Légion d'honneur, qui sera donc commissaire adjointe, et nous nous en réjouissons fortement, puisque ce musée va nous apporter une aide considérable dans l'ampleur de ce chantier d'exposition, et je serai commissaire adjointe. Alors, quelques mots de l'exposition avant de passer au chantier que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Cette exposition, évidemment, fera appel à de nombreux prêts extérieurs, mais également très fortement aux collections du Louvre, qui ne sont liées à cet ordre du Saint-Esprit, qui ne sont pas seulement conservées au département des objets d'art, mais également au département des peintures, des sculptures et des arts graphiques. Et justement, le département des objets d'art qui conserve le trésor de l'ordre, 22 pièces d'orfèvrerie absolument splendides et un très grand ensemble textile. Eh bien, pour présenter une partie de cet ensemble, que vous voyez d'ailleurs ici sur la photographie, il fallait au préalable le faire restaurer. Je vais être relativement peu diserte sur le constat général des œuvres, puisque ça n'est pas le propos vraiment aujourd'hui. Mais disons que cet ensemble, qui comporte tout d'abord 3 manteaux d'officiers de l'ordre et 21 pièces textiles qui ornaient la chapelle de l'ordre du Saint-Esprit jusque dans les années 1820-1830, eh bien, en fait, cet ensemble textile, bien que restauré dans les années 60 et 70, n'est aujourd'hui pas en très bon état de conservation. Principalement, les toiles et les tissus de fond se sont énormément usés. Vous en avez d'ailleurs un exemple là, avec un petit extrait de ce que vous pouvez voir sur les velours d'un des manteaux. Les broderies métalliques qui parsèment cet ensemble textile sont en mauvais état. Elles souffrent pratiquement toutes d'une corrosion passive. L'argent, les fils d'argent qui les composent s'oxydent progressivement et noircissent un peu ces broderies qui étaient auparavant éclatantes. Et puis, comme vous le voyez peut-être sur la photo du milieu, eh bien, les lames qui recouvrent ces motifs brodés parfois s'en vont, se chevauchent, disparaissent. Et quand elles ont disparu, eh bien, avant, il était d'usage plutôt que d'en remettre d'autres, j'allais dire, colorer le rembourrage écru qui est sous les lames textiles, ce qu'on appelle le potaumage. Donc, voyez un petit exemple de ce qu'on peut trouver sur ces textiles. Et puis, enfin, ce qu'on va souvent constater dans les armoiries, là aussi, la mise en teinte a été effectuée à l'aide de teinture et absolument pas à l'aide d'un fil brodé. Voilà, je referme la parenthèse. Évidemment, pour mener ce chantier textile, l'aide du C2RMF va être fondamentale. Le C2RMF va héberger, si je puis dire, pendant 3 ans, les œuvres les plus importantes de ce fonds textile, qui étaient donc le dé d'autel, le retable et l'antépendium, que vous découvrirez dans quelques instants.
Et puis, je voulais juste vous donner quand même quelques dates et quelques chiffres. La restauration démarre en janvier prochain, puisque nous sommes juste en train de notifier le marché. Elle devra être absolument terminée pour l'exposition, évidemment, ce qui va être une gageure, puisque, vu l'ampleur du fonds, voilà, on va avoir intérêt à bien suivre correctement les 18 restauratrices qui vont se succéder au chevet des œuvres. Et les œuvres elles-mêmes vont être réparties donc, entre les ateliers du C2RMF et différents ateliers privés. Et puis, parce que je ne résiste pas, j'ai un petit chiffre financier cette fois-ci. L'ampleur de la restauration se chiffre à un peu plus de 1 400 000 €, quand même. Et pour en venir au sujet d'aujourd'hui, évidemment, nous avons besoin de constituer un dossier documentaire très important avant d'engager cette restauration, de manière à bien cadrer dans quel contexte les sources et les archives vont pouvoir nous aider à guider le geste des restauratrices. Et il y aura donc un comité scientifique de cette restauration, composé de techniciens et d'historiens des textiles anciens. Alors, les sources qui vont nous aider lors de ce chantier de restauration, elles sont évidemment très diverses, elles sont foisonnantes. Et un des enjeux, ça va justement être d'aller les explorer toutes et d'aller en retirer les informations les plus pertinentes pour ce chantier de restauration d'abord, et puis évidemment pour l'exposition ensuite. Le fonds le plus important pour l'Ordre du Saint-Esprit, c'est incontestablement ce qui est conservé à la BNF. Je veux parler des fonds Clérambault, qui traitent des contes de cet ordre du Saint-Esprit, mais aussi des mélanges Colbert, qui ont permis d'ailleurs à Daniel Alcouf de faire des recherches et des découvertes formidables sur l'histoire de ces textiles, et bien entendu aux archives nationales, également tout ce qui est relatif à l'existence de l'ordre. Les archives des musées nationaux, bien entendu, et ça nous y viendrons. Mais également les sources iconographiques qui sont très importantes pour l'ordre, qu'il s'agisse de tableaux, d'estampes, de dessins et même d'ailleurs de sculptures, et qui nous permettent de connaître en fait un peu dans quel contexte ces textiles étaient utilisés, à quels usages ils servaient, et de corroborer ou non d'ailleurs ce que l'on peut trouver dans les sources écrites. Et puis, ce qui va être très important pour nous, ce sont les sources contemporaines, enfin, la recherche contemporaine en cours sur l'Ordre du Saint-Esprit. D'abord, une étude parue en 1987, signée de Marie Lefkoff, qui lever un certain nombre de pistes dont je vais parler dans quelques instants. Bien entendu, l'étude fondamentale de Daniel Alcouf en 1994, à la fois sur le trésor de l'ordre et sur l'existence de l'ancienne chapelle du Saint-Esprit. Et puis, les recherches d'Agnès Boss, à qui il revient d'avoir dépouillé consciencieusement les fonds des manuscrits Clérambault, justement portant sur les contes de l'ordre, un travail titanesque qui fait d'ailleurs toute mon admiration entre nous. Et plus récemment, nous avons de la chance, Astrid Castres, qui est donc maintenant maître de conférence à l'école pratique des hautes études, a soutenu sa thèse en 2016 sur l'histoire des brodeurs et des chasubliers parisiens au XVIe siècle. Et chance suprême, elle a élu dans son corpus d'œuvres d'études particulièrement ciblées les textiles de la chapelle du Saint-Esprit. Et Astrid Castres va faire partie du comité scientifique avec Daniel Véron-Denise et Jean Vitet qui, eux, ont plutôt travaillé sur les restaurations de ces textiles, restaurations avec beaucoup de guillemets, lorsqu'elles ont eu lieu au XVIIe et XVIIIe siècle. Et je vais passer relativement vite sur l'importance des fonds documentaires des musées, au premier rang desquels se trouve celui du musée de la Légion d'honneur, en particulier le fonds Thiollier, qui va certainement nous permettre d'en savoir plus sur l'histoire de ces œuvres textiles pendant la Révolution, puisque l'ordre en fait n'a pas disparu, mais que ces objets textiles auraient été rapatriés, conservés, etc., préservés par des particuliers qui les ont gentiment restitués, j'allais dire, après les années 1815. Et bien entendu, les fonds documentaires de musées, les photographies de salles, comme on va le voir, vont être pour nous des aides très importantes pour la recherche. Alors, parmi les nombreux enjeux de cette restauration, j'en cible un tout particulièrement, c'est de mieux connaître en fait le contexte dans lequel les œuvres qui ornaient autrefois la chapelle du Saint-Esprit ont été brodées. On sait que la commande est passée dans les années 1585 au brodeur ordinaire du roi, qui s'appelle Claude de Luz, et que c'est lui en fait qui, j'allais dire, jette ses semis de flammes sur ces toiles vertes qui ornent la chapelle.
On sait par les recherches d'Astrid Castres notamment que ces brodeurs étaient d'excellents dessinateurs. C'était d'ailleurs une des étapes obligées de leur parcours, puisqu'il leur fallait à un moment reporter sur le textile des motifs dessinés, soit par eux, soit par d'autres. Alors, évidemment, lorsqu'on voit ces deux médaillons, j'espère que les photos ne sont pas trop mauvaises, eh bien on se rend compte que le premier d'entre eux, la Pentecôte, ne peut être dû qu'à un excellent dessinateur, un excellent peintre. Et les suppositions qui ont été faites récemment sont qu'il s'agirait peut-être de Toussaint Dubreuil, qui avait fourni d'ailleurs des dessins pour orner la masse, de l'ordre du Saint-Esprit, qui se trouve d'ailleurs aujourd'hui conservé au département. Inversement, l'autre médaillon, dont on a longtemps pensé que peut-être Toussaint Dubreuil pouvait en être l'inventeur ou le concepteur du modèle, eh bien les archives ont parlé. On sait qu'il a été complètement restauré en 1724 par la communauté du couvent Saint-Joseph et qui a, à cette occasion, les archives nous le disent, complètement dû réinterpréter, redessiner d'abord le dessin sous-jacent et rebroder une scène qui tient, à mon avis, plus aux représentations de la Renaissance italienne qu'à l'entourage de Toussaint Dubreuil. C'est sur Léonard. Alors, très rapidement aussi, un autre enjeu, c'est comprendre le rôle de ces différentes pièces qui ornaient la chapelle. Est-ce qu'elles sont toutes mentionnées dans les différents inventaires de 1593, de 1701 et au moment où elles intègrent les collections du Louvre à la fin des années 1820? Mais s'agit-il à chaque fois des mêmes pièces? On a par exemple là une œuvre textile sur la droite qui est un tapis de pupitre, mais lorsqu'on regarde le tableau de Philippe de Champaigne daté de 1634, eh bien, on se rend compte qu'il aurait aussi très bien pu faire affaire de dosseret, de dais. Donc voilà, là aussi, une recherche à mener. Et puis, les pièces que nous allons pouvoir mettre à disposition des restauratrices sont aussi celles de l'histoire matérielle des œuvres, une fois qu'elles ont intégré les collections nationales. Vous avez ici une vue extrait d'une plaque stéréoscopique qui montre le dais d'hôtel au sein de l'ancien musée des souverains, donc entre 1852 et 1872. Et vous voyez tout de suite, par rapport à la présentation qui a longtemps été faite, jusqu'en 2020 d'ailleurs, au département des objets d'art, que le retable comme l'antépendium ont dû être repliés pour que les médaillons brodés en fait coexistent de manière plus proche les uns des autres. Et que peut-être ces pliures ont pu entraîner par la suite des altérations et donc des restaurations postérieures. Très rapidement aussi, vous voyez donc là le dais en cours de décrochage. Ce décrochage s'est passé cette année. Et nous savons qu'il y avait 3 dais dans cette chapelle, mais aujourd'hui nous n'avons plus suffisamment d'éléments textiles pour en remonter 3, si je puis dire. Nous ne pouvons en remonter que 2,5. Et donc il faut faire parfois des compromis. Et là, le compromis avait été fait de replier certaines pentes les unes sous les autres pour que les pentes centrales puissent donner la plénitude de leur majesté. Et dans la future présentation de cette salle de l'Ordre du Saint-Esprit, il faudra évidemment s'interroger sur une présentation par roulement et heureuse de ces textiles. Je terminerai en parlant des manteaux de l'ordre, dont jusqu'à présent je n'ai dit que peu de choses, parce que ces manteaux que l'on a longtemps pensé être brodés selon un modèle d'ailleurs qui avait été créé par Henri III lui-même. Les manteaux, donc les 5 manteaux d'officiers qui se trouvaient présentés au département des objets d'art ont longtemps été considérés comme des manteaux brodés au XVIIe siècle, et les recherches d'Agnès Boss tentent à montrer plutôt qu'il s'agit de manteaux brodés dans le cadre du sacre de Louis XV en 1722. Ils ont été depuis évidemment très restaurés, et l'un des enjeux les concernant, ce sera de convoquer des sources, notamment documentaires, sur les traités de grands brodeurs du XVIIIe siècle, pour comprendre dans quelle mesure aujourd'hui ces techniques sont encore décelables, ou au contraire, en fait, de déceler dans quelle mesure les restaurations postérieures ont vraiment repris fondamentalement ou non l'esthétique de ces œuvres. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et encore une fois, Marie-Claire, merci beaucoup.